Je suis Sarah et j'ai 28 ans. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que mes parents aimaient ma sœur Emma et moi de manière égale. Je croyais que quand ils prenaient des décisions concernant l'argent, le soutien, notre avenir, ils étaient justes et réfléchis. Je croyais que quand ils critiquaient mes choix tout en célébrant les choix identiques d'Emma, c'était juste une coïncidence, ou peut-être que j'étais trop sensible. Je croyais ces choses parce que j'avais besoin de les croire, parce que l'alternative était trop douloureuse à envisager. Mais ce qui s'est passé pendant la planification du mariage d'Emma a brisé toutes les illusions que j'avais sur ma famille, et ce que j'ai découvert après a changé tout ce que je pensais savoir sur l'équité, l'amour et ma propre valeur. Si vous avez déjà eu l'impression d'être la déception de la famille, comme si rien de ce que vous faites n'est jamais assez bien, comme si vous regardez vos frères et sœurs recevoir des opportunités et un soutien qui ne s'étendent jamais jusqu'à vous, alors cette histoire pourrait vous sembler familière. Et si vous vous êtes déjà demandé si vous imaginez le favoritisme, si vous êtes trop sensible, si vous méritez un meilleur traitement de la part des gens qui sont censés vous aimer le plus, alors restez avec moi, s'il vous plaît, parce que ce que j'ai appris pourrait vous aider aussi. La planification du mariage a commencé il y a 18 mois, quand Emma a appelé avec une excitation haletante pour annoncer ses fiançailles avec David, son petit ami depuis 3 ans. David travaillait dans la finance, venait d'une famille bien connectée et avait fait sa demande avec une bague qui coûtait plus que mon loyer annuel. Emma avait toujours été l'enfant chéri, celle qui faisait les bons choix, sortait avec les bonnes personnes, choisissait le bon parcours professionnel. Elle était coordinatrice marketing dans une entreprise prestigieuse, vivait dans un appartement branché au centre-ville et avait le genre de présence soignée sur les réseaux sociaux qui faisait rayonner nos parents de fierté quand ils montraient ses photos à leurs amis. Moi, d'autre part, j'avais choisi un chemin différent. J'étais travailleuse sociale, dédiant ma vie à aider les familles vulnérables à naviguer dans des situations de crise. Je travaillais de longues heures pour un salaire modeste, rentrant souvent à la maison émotionnellement épuisée, mais comblée par la connaissance que je faisais une vraie différence dans la vie des gens. Je vivais dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, conduisais une Honda de 10 ans et passais mes week-ends à faire du bénévolat au refuge pour sans-abri ou à rattraper mes dossiers. Mes réseaux sociaux montraient des photos de jardins communautaires que j'aidais à entretenir et des événements de collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance locaux, pas des dîners glamour au restaurant et des escapades de week-end. La différence dans la façon dont mes parents réagissaient à nos choix de vie avait été subtile mais constante tout au long de la vingtaine. Quand Emma a décroché son poste en marketing, ils ont organisé un dîner de fête dans leur restaurant chic préféré et ont publié sa réussite sur Facebook. Quand j'ai obtenu mon poste au département de l'enfance et des familles, ils ont dit qu'ils étaient fiers, mais ont mentionné plusieurs fois à quel point les travailleurs sociaux gagnaient peu et se sont demandé si j'arriverais un jour à m'acheter une maison. Quand Emma a acheté son appartement, ils l'ont aidée pour la compte et ont passé des semaines à l'aider à décorer. Quand j'ai signé mon bail, ils sont venus une fois et ont fait des commentaires sur la petitesse de l'espace, sur le fait que le quartier semblait dangereux, sur le fait qu'ils espéraient que je faisais attention. Mais c'est pendant la préparation du mariage que ces schémas sont devenus impossibles à ignorer. La fête de fiançailles d'Emma s'est déroulée au country club de mes parents, avec plus de 60 invités, un bar ouvert et un dîner traiteur qui coûtait plus que ce que je gagnais en un mois. Mes parents ont couvert toute la dépense sans hésiter, publiant des dizaines de photos sur les réseaux sociaux et parlant de leur excitation d'accueillir David dans la famille. Ils ont immédiatement commencé à discuter du budget du mariage, et j'ai regardé avec stupéfaction tandis qu'ils mentionnaient nonchalamment des chiffres qui me semblaient astronomiques. 50 000 $. C'est ce que mes parents ont engagé pour le mariage d'Emma sans sourciller. Ils en ont parlé comme si c'était une dépense raisonnable et attendue, le genre d'investissement que de bons parents font naturellement dans le bonheur de leur fille. Ils ont parlé de lieux, de fleurs, de photographes, de l'importance de rendre la journée d'Emma parfaite. Ils ont programmé plusieurs rendez-vous avec des organisateurs de mariage, ont passé des week-ends entiers à visiter des salles de réception et se sont jetés dans le processus de planification avec un enthousiasme et une énergie que je ne leur avais pas vu depuis des années. Pendant ce temps, je planifiais discrètement ma propre célébration beaucoup plus modeste. Je sortais avec Michael, un travailleur social comme moi, depuis 2 ans, et nous avions récemment décidé de nous marier.
Michael était tout ce que je valorisais chez un partenaire, gentil, dévoué à son travail avec les jeunes à risque, engagé à avoir un impact positif dans le monde. Il n'était pas riche, ne venait pas d'une famille prestigieuse et n'avait pas le genre de carrière qui impressionnait lors des cocktails. Mais il m'aimait profondément, respectait mon travail et partageait mes valeurs sur ce qui comptait dans la vie. J'avais hâte de partager la nouvelle de nos fiançailles avec ma famille, mais en regardant le tourbillon de la préparation du mariage d'Emma, j'ai commencé à me sentir incertaine de leur réaction. Malgré tout, j'étais pleine d'espoir. Je pensais que peut-être ils seraient contents pour moi, excités de m'aider à organiser ma propre célébration, impatients d'accueillir Michael dans la famille comme ils avaient accueilli David. Je me trompais. Quand j'ai annoncé mes fiançailles au dîner du dimanche, la réaction a été polie mais retenue. Ma mère a souri et m'a félicité, mais il n'y avait aucune excitation dans sa voix, aucune discussion immédiate de célébration ou de planification. Mon père a serré la main de Michael et a fait la conversation sur son travail, mais je pouvais voir la légère déception dans son expression, la façon dont il semblait calculer la valeur de Michael et la trouver insuffisante. Emma m'a prise dans ses bras et m'a dit qu'elle était heureuse pour moi, mais puis elle s'est immédiatement lancée dans une histoire sur sa dernière crise de planification de mariage et la conversation est passée à autre chose. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à réaliser qu'il n'y aurait pas de fête de fiançailles pour moi, pas de célébration au country club, pas de discussion excitée sur les budgets de mariage. Quand j'ai mentionné vouloir organiser quelque chose de simple, mes parents ont répondu avec des commentaires vagues sur le fait d'être serrés financièrement, sur le besoin d'être pratique, sur le fait que les mariages devenaient si chers de nos jours. Cela se passait pendant qu'ils approuvaient simultanément des arrangements floraux à 1 000 $ et des forfaits bar premium pour la réception d'Emma. Le vrai réveil s'est produit quand j'ai trouvé une robe. J'avais fait mes achats avec soin, cherchant quelque chose de beau mais abordable, quelque chose qui me ferait me sentir spéciale le jour de mon mariage sans me ruiner. Je l'ai trouvée dans une petite boutique. Une robe simple mais élégante avec des détails délicats en dentelle et une silhouette classique. Elle coûtait 200 $, ce qui était un effort pour mon budget, mais semblait valoir la peine pour un achat si important. J'étais excitée de montrer la robe à ma mère, de partager le genre d'expérience de shopping que je l'avais regardée apprécier avec Emma pendant des mois. J'ai amené ma mère à la boutique, j'ai fait défiler la robe et j'ai attendu sa réaction. Au lieu de la joie et de l'excitation que j'avais espérée, j'ai vu qu'elle examinait l'étiquette de prix avec un froncement de sourcils. Elle a soupiré et m'a dit que 200 $, c'était beaucoup d'argent à dépenser pour une robe que je ne porterais qu'une fois. Elle a suggéré que je cherche quelque chose de moins cher, que je regarde peut-être les rayons de liquidation dans les grands magasins, ou que j'envisage d'emprunter quelque chose à une amie. Je me tenais là dans cette belle robe, regardant mon reflet dans le miroir, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. 200 $, c'était du gaspillage, mais 50 000 $, c'était un investissement dans le bonheur d'Emma. Une simple robe d'une petite boutique était futile, mais une robe de créateur qui coûtait plus cher que ma voiture était une dépense nécessaire. Mon mariage était quelque chose à considérer de manière pratique, tandis que celui d'Emma était quelque chose à célébrer. Ce schéma s'est poursuivi tout au long du processus de planification. Quand j'ai mentionné vouloir faire une petite cérémonie au parc local, mes parents ont suggéré qu'on se marie simplement à la mairie pour économiser de l'argent. Quand j'ai parlé d'engager un photographe, ils ont recommandé que je demande à un ami de prendre des photos avec son téléphone. Quand j'ai regardé les options de restauration, ils ont suggéré un repas partagé ou une livraison de pizza. Chaque suggestion que je faisais était accueillie avec des préoccupations concernant le coût, le côté pratique et si de telles dépenses étaient vraiment nécessaires. Pendant ce temps, la planification du mariage d'Emma continuait à s'intensifier. Sa robe coûtait plus que tout mon budget de mariage. Ses fleurs coûtaient plus que mon loyer. Son lieu de réception était un manoir historique avec des lustres en cristal et des sols en marbre. Mes parents assistaient à chaque essayage, chaque dégustation, chaque réunion de planification avec enthousiasme et fierté. Ils postaient constamment des mises à jour sur les réseaux sociaux concernant les préparatifs passionnants, les beaux détails, la célébration qui approchait. Le point de rupture est arrivé 3 mois avant nos 2 mariages. Emma avait programmé le sien pour juin et j'avais planifié le mien pour août, pensant que ce serait bien d'avoir des saisons séparées pour nos célébrations. J'avais discrètement du mal à couvrir les coûts même de mon mariage modeste, faisant des heures supplémentaires et prenant du travail freelance pour me permettre l'essentiel. J'avais été trop fière pour demander de l'aide à mes parents, surtout après avoir vu leur réaction à ma robe de 200 $.
Mais quand ma voiture est tombée en panne et a eu besoin d'une réparation majeure, je me suis retrouvée dans une véritable crise financière. La réparation coûterait 800 $, argent que je n'avais pas, et sans ma voiture, je ne pouvais pas aller au travail, ne pouvais pas rendre visite aux clients, ne pouvais pas faire mon travail. J'ai ravalé ma fierté et j'ai appelé mes parents, expliquant la situation et demandant s'ils pouvaient m'aider avec un prêt que je rembourserais sur plusieurs mois. Mon père a écouté ma demande puis s'est lancé dans une leçon sur la responsabilité financière, sur le fait de vivre selon ses moyens, sur l'importance d'avoir un fonds d'urgence. Il m'a dit que 800 $ c'était beaucoup d'argent, qu'il ne pouvait pas simplement me tirer d'affaire à chaque fois que j'avais un problème financier, que j'avais besoin d'apprendre à mieux gérer mon argent. Il a suggéré que je prenne une carte de crédit, peut-être demander de l'aide à la famille de Michael, ou considérer prendre les transports en commun jusqu'à ce que je puisse économiser pour la réparation. J'ai raccroché le téléphone en me sentant humiliée et blessée, mais aussi confuse. C'étaient les mêmes parents qui avaient dépensé plus de 800 $ rien que pour les chaussures de mariage d'Emma. Ils avaient payé sa fête de fiançailles, son enterrement de vie de jeune fille, sa robe de mariée et d'innombrables autres dépenses sans hésitation. Mais ma demande d'aide pour une réparation de voiture, une nécessité pour mon travail, pas un luxe, était accueillie par des leçons sur la responsabilité financière. La confusion s'est transformée en clarté quand j'ai découvert ce qui s'est passé ensuite. Emma m'a appelée cet après-midi-là, débordante d'enthousiasme à propos d'un ajout de dernière minute à ses plans de mariage. Elle avait trouvé un quatuor à cordes qu'elle devait absolument avoir pour sa cérémonie, des musiciens qui ajoutèrent la touche parfaite à son jour spécial. Le coût était de 1200 $ et elle m'appelait pour partager la bonne nouvelle que nos parents avaient accepté de couvrir les frais sans hésitation. 1200 $ pour des musiciens de mariage était un oui facile. 800 $ pour ma réparation de voiture était une leçon de responsabilité financière que je devais apprendre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire attention, vraiment attention, aux schémas qui avaient toujours été là. J'ai commencé à documenter les différences dans la façon dont mes parents traitaient Emma et moi, non pas parce que je prévoyais de les confronter, mais parce que j'avais besoin de comprendre si j'imaginais des choses, si j'étais trop sensible, si mes perceptions étaient exactes. Les preuves étaient accablantes. Rien que l'année passée, mes parents avaient donné à Emma des cadeaux totalisant plus de 5000 $. Sa fête de fiançailles, de l'aide pour les meubles d'appartement, un week-end spa pour son enterrement de vie de jeune fille, des photos de fiançailles professionnelles et d'innombrables petits articles. Ils m'avaient donné une carte cadeau pour mon anniversaire et une petite contribution à ma cagnotte de Noël pour le travail. Quand Emma avait besoin d'aide avec ses prêts étudiants, ils ont payé le solde restant sans discussion. Quand j'ai mentionné que je luttais avec mes paiements de prêts, ils ont suggéré que je me renseigne sur les plans de remboursement basés sur les revenus. La planification du mariage a révélé la profondeur de la disparité. Le mariage d'Emma était traité comme une célébration familiale, une occasion joyeuse qui méritait investissement et attention. Mon mariage était traité comme une dépense personnelle, quelque chose que je devais gérer seule sans charger la famille. La différence n'était pas juste une question d'argent, c'était une question de valeur, de savoir le bonheur de qui comptait, de savoir quel rêve valait la peine d'être soutenu. Mais c'est la conversation que j'ai surprise qui a tout changé. J'étais passée chez mes parents à l'improviste pour déposer des documents que ma mère avait demandés. J'ai frappé, mais personne n'a répondu, alors j'ai utilisé ma clé pour entrer. J'entendais des voix dans la cuisine, et en m'approchant, j'ai réalisé que mes parents étaient au téléphone avec quelqu'un, discutant des préparatifs du mariage d'Emma. Ma mère expliquait à son interlocuteur le budget du mariage, les préparatifs, à quel point ils étaient excités pour le grand jour d'Emma. Puis je l'ai entendu dire quelque chose qui m'a clouée sur place. Elle a dit à la personne qu'ils étaient si reconnaissants qu'Emma ait trouvé quelqu'un comme David, quelqu'un avec de bonnes perspectives et une carrière stable, quelqu'un qui pourrait bien s'occuper d'elle. Elle a dit qu'il s'était toujours inquiété pour l'avenir d'Emma, mais que maintenant il se sentait confiant qu'elle serait bien pourvue. Puis elle a parlé de moi. Elle a dit qu'il ne savait pas trop quoi faire pour mon mariage, qu'il se sentait mal de ne pas pouvoir aider davantage, mais qu'ils avaient déjà tant dépensé pour la célébration d'Emma. Elle a dit qu'ils espéraient que je comprendrais, que j'avais toujours été plus indépendante, plus capable de me débrouiller seule. Elle a dit qu'ils pensaient que je trouverais un moyen de m'en sortir, comme je l'avais toujours fait. La personne au bout du fil a dû poser une question sur l'équité de la situation, car la réponse de ma mère a révélé tout ce que j'essayais de ne pas voir. Elle a dit qu'Emma avait toujours été celle qui avait besoin de plus de soutien, plus de guidance, plus d'aide pour les décisions.
Elle a dit que j'étais forte et capable et que je m'en sortirais quoi qu'il arrive. Elle a dit qu'ils avaient toujours su que je pouvais gérer tout ce que la vie me jetait, mais qu'ils s'inquiétaient pour Emma, qui avait toujours été plus délicate, plus dans le besoin de protection. La conversation qui a suivi était encore plus révélatrice. Ma mère a admis qu'ils avaient des inquiétudes concernant mon choix de devenir travailleuse sociale, qu'ils s'inquiétaient que je ne sois jamais financièrement stable, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais choisi un chemin si difficile. Elle a dit qu'ils avaient espéré que je trouve quelqu'un avec de meilleures perspectives que Michael, quelqu'un qui pourrait subvenir à mes besoins comme David le pouvait pour Emma. Elle a dit qu'ils m'aimaient, mais qu'ils avaient parfois l'impression de ne pas me comprendre, comme si j'avais choisi une vie inutilement difficile. Je suis restée dans ce couloir, écoutant ma mère expliquer à un ami de la famille pourquoi je méritais moins de soutien, moins de célébration, moins d'investissement dans mon bonheur. Je l'ai entendu rationaliser cette disparité en me présentant comme quelqu'un de plus capable de gérer la déception, plus méritante de la lutte, plus responsable de mon propre succès ou échec. Je l'ai entendu réduire le travail de ma vie à un mauvais choix de carrière, ma relation à me contenter de moins que ce que je méritais. Mais le plus douloureux, c'est que j'ai entendu son amour défini par la limitation. Elle m'aimait, mais dans certaines limites. Elle me soutenait, mais avec des conditions. Elle me félicitait, mais seulement jusqu'à un certain point. Son amour pour Emma semblait illimité, tandis que son amour pour moi venait avec des restrictions, avec des attentes que je demande moins, que j'ai besoin de moins, que je me contente de moins. J'ai quitté cette maison sans annoncer ma présence, sans récupérer les documents pour lesquels j'étais venue, sans dire au revoir. Je me suis assise dans ma voiture dans leur allée et j'ai pleuré la perte de l'illusion qui m'avait soutenue si longtemps. J'ai pleuré pour la petite fille qui avait tant essayé d'être assez bien, assez forte, assez indépendante pour mériter le même amour que sa sœur recevait sans effort. J'ai pleuré pour la femme qui avait passé des années à trouver des excuses à un traitement inexcusable, qui s'était convaincue qu'elle était trop sensible alors qu'elle était en réalité trop tolérante. Mais ensuite, j'ai fait quelque chose qui a changé la trajectoire de mon histoire. J'ai décidé d'arrêter de participer à mon propre amoindrissement. J'ai décidé d'arrêter de faciliter les choses à mes parents pour qu'ils me traitent comme moins que rien. J'ai décidé d'arrêter d'accepter des miettes en les appelant un festin. J'ai commencé par mon mariage. Au lieu de continuer à planifier une célébration basée sur ce que mes parents pensaient que je méritais, j'ai décidé de planifier le mariage que je voulais vraiment. J'ai contracté un petit prêt, demandé de l'aide à la famille de Michael et organisé une collecte de fonds parmi mes collègues et amis. J'ai réservé le lieu que j'avais initialement écarté comme trop cher, engagé le photographe que je voulais depuis le début et commandé des fleurs qui rendraient cette journée magnifique. J'ai acheté une deuxième robe, une qui coûtait 2 fois plus que la première et qui me faisait me sentir comme une mariée plutôt que comme quelqu'un qui s'excuse de prendre de la place. La réaction de mes parents était prévisible. Ils ont exprimé des inquiétudes concernant ma dette, mes décisions financières, si j'étais responsable. Ils ont suggéré que je réduise mes ambitions, que je sois plus pratique, que je pense à l'avenir. Ils ont proposé d'aider avec de petites dépenses, le gâteau de mariage, les fleurs, mais ont fait clairement comprendre qu'ils pensaient que j'étais excessive, que je faisais de mauvais choix, que je me préparais des difficultés financières. Mais j'avais des alliés auxquels je ne m'attendais pas. Mes collègues au travail, qui m'avaient vu consacrer d'innombrables heures à aider les autres, ont organisé une collecte de fonds surprise qui a couvert près d'un tiers de mes dépenses de mariage. Mes clients, les familles que j'avais aidées dans leurs moments les plus sombres, m'ont envoyé des cartes et de petits dons. Des amis de l'université, d'anciens colocataires, même de simples connaissances ont fait un geste pour rendre mon jour de mariage spécial. Le contraste était saisissant. Mes parents, qui avaient le plus de ressources et l'obligation la plus forte de me soutenir, ont offert le moins d'aide. Ma communauté, des gens aux moyens limités et sans obligation familiale, ont offert le soutien le plus généreux. C'était une révélation sur qui était ma vraie famille, sur qui m'accordait vraiment de la valeur, sur l'amour de qui était conditionnel et celui de qui était libre. Mon jour de mariage était tout ce dont j'avais rêvé. Le lieu était parfait, les fleurs étaient magnifiques, le photographe a capturé des moments de joie et d'amour que je chérirai pour toujours. Ma robe était belle, mon mari était radieux et notre célébration était remplie de gens qui se souciaient sincèrement de notre bonheur. Mes parents ont assisté, ont posé pour les photos et ont fait des commentaires appropriés sur comme tout était joli. Mais leur présence semblait creuse, théâtrale, comme s'ils accomplissaient une obligation plutôt que de célébrer une joie. Le mariage d'Emma, qui avait eu lieu 2 mois plus tôt, avait été un autre genre de spectacle.
Le lieu était plus grandiose, les fleurs plus élaborées, la liste d'invités plus longue et plus prestigieuse. Mes parents avaient été impliqués dans chaque détail, présents à chaque moment, rayonnant de fierté tout au long de la célébration. Les photos qu'ils ont publiées sur les réseaux sociaux racontaient l'histoire de parents qui avaient réalisé un rêve, qui avaient réussi à lancer leur fille dans la vie qu'ils avaient toujours imaginée pour elle. Mais quelque chose s'est passé au mariage d'Emma qui a révélé le vrai coût de leur favoritisme. Pendant la réception, je me suis retrouvée en conversation avec plusieurs amis de famille qui nous connaissaient depuis l'enfance. Ils ont commencé à partager des souvenirs d'Emma et moi en grandissant, et l'image qu'ils ont peinte était différente de celle que mes parents avaient reconstruite. Ils se souvenaient d'Emma comme de l'enfant qui avait besoin d'attention constante, qui faisait des crises quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, qui s'attendait à ce que les autres résolvent ses problèmes. Ils se souvenaient de moi comme de l'enfant qui aidait toujours les autres, qui servait de médiateur dans les conflits, sur qui on pouvait compter pour faire ce qui était juste même quand c'était difficile. Ils ont parlé de leur fierté face au travail que je faisais, de leur admiration pour mon dévouement à aider les familles vulnérables, de leur respect pour mon engagement à faire une différence dans le monde. Une amie de famille, Madame Henderson, qui connaissait mes parents depuis plus de 20 ans, m'a prise à part pendant la réception. Elle m'a dit qu'elle avait toujours été troublée par l'attitude de mes parents envers moi, qu'elle n'avait jamais compris pourquoi ils semblaient tant s'inquiéter pour Emma alors qu'ils tenaient mes qualités pour acquises. Elle a dit qu'elle m'avait vue devenir une femme remarquable, quelqu'un qui avait choisi une vie de service plutôt que l'intérêt personnel, quelqu'un qui était restée bienveillante et généreuse malgré des défis plus importants que ceux de ma sœur. Puis elle m'a dit quelque chose qui a changé à jamais ma compréhension de la dynamique familiale. Elle a dit que mes parents avaient toujours douté de leurs propres valeurs, qu'ils avaient mesuré leur réussite en tant que parents selon les accomplissements conventionnels de leurs enfants plutôt que selon leur caractère ou leur contribution. Elle a dit qu'ils avaient toujours été plus à l'aise avec Emma parce que ses choix validaient leurs valeurs, tandis que mes choix les mettaient au défi de considérer d'autres mesures de réussite. Elle a expliqué que mes parents m'aimaient, mais qu'ils ne me comprenaient pas, et que leur incompréhension s'était traduite par une sorte de négligence qui était douloureuse à observer. Elle a dit qu'ils s'étaient convaincus que je n'avais pas besoin de leur soutien parce que reconnaître mon besoin les forcerait à affronter leurs propres limites en tant que parents. Elle a dit qu'ils avaient créé un récit où Emma était la fille qui avait besoin de protection et moi la fille qui n'avait besoin de rien, et qu'ils avaient vécu dans ce récit si longtemps qu'ils croyaient que c'était vrai. Cette conversation fut une révélation, mais aussi une confirmation de ce que j'avais commencé à comprendre. Le traitement que mes parents me réservaient n'avait rien à voir avec ma valeur ou mes capacités. C'était lié à leurs propres insécurités, leurs propres limites, leur propre incapacité à voir au-delà de leur définition étroite du succès. J'avais passé des années à essayer de gagner leur approbation en étant forte, indépendante et peu exigeante. Mais ma force était devenue leur excuse pour la négligence, mon indépendance leur justification pour l'indifférence. Une fois les 2 mariages terminés, j'ai pris une décision qui a surpris tout le monde, moi y compris. J'ai décidé de prendre mes distances avec mes parents, non par colère ou par vengeance, mais par instinct de survie. J'ai cessé d'assister à tous les rassemblements familiaux, cessé d'accepter les invitations qui semblaient obligatoires plutôt que sincères, cessé de me rendre disponible pour toute demande d'aide ou de soutien qui se présentait. La réaction fut immédiate et révélatrice. Ma mère a appelé dans la semaine, exprimant son inquiétude concernant mon absence au dîner du dimanche, demandant si j'étais contrariée par quelque chose, se demandant si elle avait fait quelque chose de mal. Quand j'ai expliqué que je cherchais simplement à créer plus d'équilibre dans ma vie en me concentrant sur mon mariage et mon travail, elle a semblé confuse et blessée. Elle m'a demandé pourquoi je m'éloignais de la famille, pourquoi j'en faisais tout un plat, pourquoi je ne pouvais pas simplement accepter que les familles ne soient pas parfaites. La conversation qui a suivi a été la plus honnête que j'ai jamais eue avec ma mère. Je lui ai parlé du schéma que j'avais observé, de la disparité dans la façon dont elle et mon père traitaient Emma et moi, de la douleur que j'avais ressentie en les voyant investir dans le bonheur de ma sœur, tout en considérant mes besoins comme un fardeau. J'ai expliqué que je n'étais pas en colère, mais que je n'étais plus disposée à accepter un traitement qui diminuait ma valeur ou qui me donnait l'impression d'être un membre de seconde classe de ma propre famille. La réaction de ma mère a d'abord été défensive. Elle a insisté sur le fait qu'ils aimaient Emma et moi de la même façon, qu'ils avaient toujours essayé d'être justes, que j'imaginais des différences qui n'existaient pas.
Elle a dit qu'Emma avait toujours eu besoin de plus d'aide, que j'avais toujours été plus capable, qu'il nous avait traités différemment parce que nous étions des personnes différentes avec des besoins différents. Elle a dit qu'ils avaient toujours été fiers de moi, même s'ils ne comprenaient pas toujours mes choix. Mais quand j'ai donné des exemples précis, la disparité dans le budget du mariage, le refus de réparer ma voiture, les critiques constantes de mes décisions financières combinées à un soutien illimité pour les dépenses d'Emma, elle a commencé à voir le schéma que j'avais identifié. La conversation est devenue émotionnelle, nous pleurions toutes les deux, nous essayions toutes les deux de comprendre comment nous en étions arrivés à des perceptions si différentes des mêmes expériences. Le déclic s'est produit quand je lui ai posé une question simple. Si elle devait choisir entre soutenir la musique du mariage d'Emma et m'aider à réparer ma voiture, que choisirait-elle et pourquoi? La question l'a forcée à affronter la réalité qu'elle avait fait exactement ce choix et que sa décision avait révélé ses priorités d'une façon que les mots ne pouvaient pas masquer. Ma mère a admis qu'elle avait toujours trouvé plus facile de soutenir Emma parce que les besoins d'Emma étaient plus évidents, plus immédiats, plus émotionnels. Elle a dit que j'avais toujours semblé si capable, si forte, si apte à gérer tout ce qui se présentait à moi, qu'elle n'avait jamais réalisé que j'avais besoin du même type de soutien. Elle a dit qu'ils avaient tenu ma force pour acquise, avaient supposé que mon indépendance signifiait que je ne voulais pas de leur aide, s'étaient convaincus que je préférais gérer les choses par moi-même. Cette conversation a marqué le début d'un lent processus de changement dans notre relation. Ma mère a commencé à reconnaître la disparité dans la façon dont elle et mon père nous avaient traités, Emma et moi, et elle a commencé à comprendre comment ce traitement m'avait affectée. Elle s'est mise à s'intéresser à mon travail, à montrer de l'intérêt pour mon mariage et à offrir son soutien d'une manière qui semblait authentique plutôt qu'obligatoire. Mais le changement était plus difficile pour mon père. Quand j'ai eu une conversation similaire avec lui, il a été plus réticent à reconnaître les schémas que j'avais identifiés. Il a insisté qu'il avait toujours été équitable, qu'il nous avait traités Emma et moi selon nos besoins et capacités individuelles. Il a dit qu'Emma avait toujours eu besoin de plus de guidance et de soutien, tandis que j'avais toujours été plus autonome. Il a dit qu'il était fier de nous deux, mais de différentes manières. La conversation est devenue plus difficile quand je lui ai demandé de considérer comment ces décisions de soutien financier nous avaient affectés tous les deux, Emma et moi. J'ai souligné qu'en secourant toujours Emma de ses difficultés financières, tout en s'attendant à ce que je gère mes propres problèmes, il avait empêché Emma de développer de la résilience tout en m'apprenant que je ne pouvais pas compter sur le soutien familial quand j'en avais le plus besoin. J'ai expliqué que son approche avait été néfaste pour nous deux, qu'elle avait encouragé la dépendance d'Emma tout en me forçant à une indépendance prématurée. Mon père a eu du mal à accepter cette perspective. Il a maintenu qu'il avait pris les meilleures décisions qu'il pouvait avec les informations qu'il avait essayé de nous aider tous les deux selon ce qu'il pensait que nous avions besoin. Il a dit qu'il n'avait jamais eu l'intention de me blesser ou de favoriser Emma, qu'il avait simplement répondu à ce qui semblait être les besoins les plus pressants du moment. La conversation s'est terminée sans résolution, mais elle a planté des graines qui allaient grandir avec le temps. Mon père a commencé à observer les dynamiques familiales plus attentivement, à remarquer les schémas qui lui avaient été invisibles auparavant. Il a commencé à voir comment son approche et celle de ma mère avaient façonné les attentes d'Emma et mon autonomie d'une manière qui n'était pas entièrement saine pour aucune de nous deux. Le vrai test de notre relation changeante est arrivé 6 mois plus tard, quand on m'a offert une promotion au travail qui m'obligerait à déménager dans une autre ville. Le poste était une opportunité importante, une chance de diriger un nouveau programme axé sur la préservation familiale, avec une augmentation de salaire substantielle et la possibilité de façonner des politiques qui affecteraient des milliers de familles. C'était le genre d'opportunité qui arrive une fois dans une carrière, le genre de chance qui pourrait me permettre d'avoir un impact encore plus grand dans le domaine qui me passionnait. Mais accepter ce poste signifierait quitter la ville où j'avais construit ma vie, où Michael avait son travail, où vivaient nos familles. Cela voudrait dire tout recommencer dans un nouvel endroit, créer de nouvelles relations, nous établir dans une nouvelle communauté. C'était une décision difficile qui nécessitait de bien réfléchir à nos priorités, nos objectifs, nos valeurs. Quand j'ai annoncé la nouvelle à mes parents, leur réaction a été révélatrice. La première préoccupation de ma mère portait sur la distance qui nous séparerait, la fréquence de nos rencontres, la difficulté de maintenir notre relation malgré l'éloignement. La première question de mon père concernait le salaire, les avantages professionnels, si cela valait vraiment la peine de bouleverser nos vies pour un emploi. Mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit.
Ma mère s'est renseignée sur le programme que je dirigerais, sur les familles que j'aiderais, sur l'impact que ce travail aurait sur la communauté. Elle voulait comprendre pourquoi cette opportunité était importante pour moi, pas seulement comment elle me bénéficierait professionnellement. Elle a écouté pendant que j'expliquais les objectifs du programme, les populations qu'il servirait, le potentiel de changement durable dans la façon dont les familles en crise étaient soutenues. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai eu l'impression que ma mère me voyait vraiment, comprenait vraiment ce qui me motivait, appréciait vraiment la valeur du travail que j'avais choisi de faire. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi, pas seulement parce qu'on m'avait offert le poste, mais pour le dévouement et l'expertise qui avaient mené à cette opportunité. Elle a dit qu'elle commençait à comprendre que le succès pouvait se mesurer de bien des façons, que faire une différence dans la vie des gens était aussi précieux que gagner de l'argent ou atteindre des objectifs conventionnels. La réaction de mon père était plus complexe. Il a exprimé sa fierté face à ma réussite professionnelle, mais il a aussi partagé ses inquiétudes concernant les implications pratiques du déménagement. Il s'inquiétait pour la carrière de Michael, pour notre situation financière, pour les défis de tout recommencer dans un nouvel endroit. Ces préoccupations étaient valides, mais elles étaient aussi familières, la même concentration sur les limites pratiques qui avait caractérisé sa réaction à mes choix tout au long de ma vie. Mais alors il m'a surprise. Il a proposé d'aider avec les frais de déménagement, de fournir un soutien financier pendant la transition, d'être là pour nous alors que nous naviguions les défis de la relocalisation. Pour la première fois de ma vie d'adulte, mon père offrait un soutien proactif pour une de mes décisions, reconnaissant que je pourrais avoir besoin d'aide même si je ne l'avais pas demandé. L'offre était significative non seulement à cause de l'aide pratique qu'elle représentait, mais à cause de ce qu'elle révélait sur sa compréhension changeante de notre relation. Il commençait à voir que la force et l'indépendance ne signifiaient pas que je n'avais pas besoin de soutien, que ma capacité à gérer les défis ne signifiait pas que je devais les affronter seule. Michael et moi avons finalement décidé d'accepter le poste et de déménager. La décision était difficile, mais elle nous semblait juste par rapport à nos objectifs et nos valeurs. Nous voulions relever de nouveaux défis, faire une différence dans une nouvelle communauté, construire une vie basée sur notre engagement commun envers le service et la justice. Le processus de déménagement a révélé à quel point ma relation avec mes parents avait changé. Ils étaient activement impliqués pour nous aider à nous préparer à la transition, offrant à la fois un soutien pratique et des encouragements émotionnels. Ma mère m'a aidé à faire des recherches sur la nouvelle ville, à identifier des quartiers, à trouver des ressources pour m'installer. Mon père a aidé avec la logistique, les finances et la planification. Ils ont tous les deux exprimé de la tristesse concernant notre départ, mais aussi de l'enthousiasme pour l'opportunité que nous poursuivions. Le contraste avec la façon dont ils avaient réagi à mes décisions de vie antérieures était frappant. Quand j'avais choisi le travail social comme carrière, ils avaient exprimé des inquiétudes et de la déception. Quand j'avais choisi Michael comme partenaire, ils avaient été polis mais tièdes. Quand j'avais planifié mon mariage, ils s'étaient concentrés sur les limitations et les aspects pratiques. Mais quand j'ai décidé de déménager pour une opportunité de carrière, ils étaient soutenants, serviables et fiers. La différence n'était pas seulement dans leurs actions, mais dans leur attitude sous-jacente. Ils avaient commencé à voir mes choix non pas comme des rejets de leurs valeurs, mais comme des expressions de mon moi authentique. Ils avaient commencé à comprendre que mon chemin était différent de celui qu'ils avaient envisagé, mais qu'il était significatif et valable en soi. Le déménagement lui-même a été un succès au-delà de nos attentes. Le nouveau poste m'a permis de mettre en œuvre des programmes innovants qui ont considérablement amélioré les résultats pour les familles en crise. Michael a trouvé un poste dans une organisation à but non lucratif qui correspondait parfaitement à ses compétences et ses intérêts. Nous avons acheté notre première maison, nous nous sommes établis dans une communauté qui partageait nos valeurs et nous avons construit une vie qui nous semblait authentique et épanouissante. Mais plus important encore, la distance de ma famille d'origine m'a permis de prendre du recul sur nos relations et d'établir de nouveaux modèles d'interaction. Je n'étais plus disponible pour chaque drame familial, chaque crise, chaque demande d'aide. Je n'étais plus celle qui résolvait tous les problèmes par défaut, celle sur qui on pouvait compter pour gérer les émotions et les besoins de tout le monde. Ce changement fut initialement difficile pour tout le monde. Emma, qui avait toujours compté sur mes parents pour le soutien financier et émotionnel, eut du mal à s'adapter à leur nouvelle approche. Ils avaient commencé à reconnaître que leur tendance constante à la secourir l'avait empêché de développer son indépendance et sa résilience, et ils se mirent à l'encourager à résoudre ses propres problèmes plutôt que de lui fournir automatiquement des solutions. La réaction d'Emma était prévisible.
Elle se sentit abandonnée et désorientée, incapable de comprendre pourquoi ses parents attendaient soudainement d'elle qu'elle gère des défis qu'ils avaient auparavant pris en charge pour elle. Elle m'appelait fréquemment, cherchant de la compassion et du soutien, s'attendant à ce que je valide ses sentiments et peut-être intervienne auprès de nos parents en son nom. Mais j'avais appris à établir des limites, à offrir du soutien sans prendre la responsabilité des problèmes d'autres personnes. J'écoutais les préoccupations d'Emma, je reconnaissais ses sentiments et je l'encourageais à communiquer directement avec nos parents au sujet de ses besoins et de ses attentes. Je refusais de servir d'intermédiaire, de porter des messages ou de résoudre des problèmes qui appartenaient à d'autres personnes. Le processus fut difficile pour nous tous, mais il était nécessaire. Emma commença à développer des compétences et une confiance qu'elle n'avait jamais eu besoin d'avoir auparavant. Mes parents commencèrent à comprendre les conséquences à long terme de leur favoritisme et ils travaillèrent à créer des relations plus équilibrées avec nous deux. Je commençais à vivre des relations familiales basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation automatique. La transformation ne fut ni immédiate ni complète, mais elle fut significative. Les réunions de famille devinrent plus équilibrées, avec des conversations qui incluaient mon travail, mes intérêts, ma perspective. Les discussions financières devinrent plus équitables, mes parents offrant du soutien basé sur les besoins plutôt que sur le favoritisme. Les célébrations de vacances devinrent plus inclusives, avec des traditions qui honoraient à la fois les préférences et les valeurs d'Emma et les miennes. Mais peut-être le changement le plus significatif fut dans la façon dont mes parents commencèrent à parler de moi aux autres. Au lieu de s'excuser pour mes choix non conventionnels ou d'expliquer mes décisions, ils commencèrent à exprimer leur fierté pour mon travail, leur admiration pour mon dévouement et leur respect pour mes valeurs. Ils commencèrent à voir ma force non pas comme une raison d'attendre moins d'eux-mêmes, mais comme une source d'inspiration et de fierté. Le parcours du favoritisme vers l'équité ne fut facile pour aucun de nous. Cela a nécessité des conversations honnêtes, des reconnaissances douloureuses et des changements significatifs dans des schémas établis depuis longtemps. Cela a nécessité que mes parents confrontent leurs propres préjugés et limitations, qu'Emma développe son indépendance et sa résilience, et que je fixe des limites et des attentes. Mais le résultat en valait la peine. Nous avons développé des relations basées sur le respect mutuel, la compréhension véritable et l'amour authentique. Nous avons appris à apprécier nos différences plutôt que de les utiliser comme raison pour un traitement différentiel. Nous avons créé une dynamique familiale qui honorait les contributions et besoins uniques de chaque personne. Aujourd'hui, 3 ans après mon mariage, 2 ans après ma relocalisation et 1 an après que la transformation de notre famille ait commencé, je peux dire que j'ai les relations familiales que j'ai toujours voulues. Pas des relations parfaites, mais honnêtes. Pas des relations sans conflit, mais des relations avec les outils pour naviguer les conflits de manière constructive. Mes parents comprennent maintenant que l'amour n'est pas de faciliter les choses pour les gens qui vous tiennent à cœur, c'est de croire en leur capacité à gérer les défis tout en étant là pour les soutenir quand ils en ont besoin. Ils ont appris que la force n'est pas une raison d'attendre moins de soutien, mais une fondation pour fournir différents types de soutien. Emma et moi avons développé une relation plus équilibrée, une où nous pouvons apprécier les forces de l'autre sans rivaliser pour l'attention ou les ressources de nos parents. Elle a appris à gérer ses propres défis et j'ai appris à offrir du soutien sans prendre la responsabilité de ses problèmes. Et j'ai appris que la famille n'est pas seulement une question de lien du sang, c'est les gens qui voient votre valeur, célèbrent vos succès et soutiennent vos rêves. Mes collègues, amis et membres de la communauté m'ont montré plus d'amour et de soutien constant que ma famille d'origine n'en a fourni pendant la majeure partie de ma vie. Ils m'ont enseigné que je mérite des relations basées sur le respect mutuel et l'attention véritable. Si vous regardez ceci et reconnaissez votre propre histoire dans la mienne, si vous avez vécu du favoritisme ou du rejet de votre famille, si on vous a dit que vous étiez trop sensible alors qu'en fait vous étiez trop tolérant, alors je veux que vous sachiez que vous méritez mieux. Vous méritez des relations qui honorent votre valeur, soutiennent vos rêves et célèbrent vos succès. Vous n'avez pas à accepter un traitement qui vous diminue, même de la part de membres de la famille. Vous n'avez pas à être reconnaissant pour des miettes quand vous méritez un festin. Vous n'avez pas à trouver des excuses pour des gens qui choisissent constamment de soutenir les autres tout en s'attendant à ce que vous gériez tout par vous-même. Établir des limites n'est pas une question de punition ou de vengeance, c'est une question de préservation de soi et de relations saines. Il s'agit d'apprendre aux gens comment vous traiter en montrant ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas.
Il s'agit de créer un espace pour des connexions authentiques basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation automatique. Le processus n'est pas facile et il ne se termine pas toujours par la fin heureuse que vous pourriez espérer. Certains membres de la famille ne seront peut-être jamais capables de reconnaître leur comportement ou de changer leurs habitudes. Certaines relations peuvent avoir besoin de se terminer ou de devenir plus distantes. Mais l'alternative, continuer à accepter un traitement qui vous fait mal, est finalement plus dommageable que l'inconfort temporaire d'établir des limites. Votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont votre famille vous traite. Votre valeur ne se mesure pas à leur investissement dans votre bonheur. Vos rêves ne sont pas moins importants parce qu'ils ne les comprennent pas ou ne les soutiennent pas. Vous avez le droit d'attendre un respect de base, de la considération et du soutien de la part des gens qui prétendent vous aimer. Si vous luttez contre le favoritisme familial, la manipulation financière ou la négligence émotionnelle, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a des ressources disponibles, des communautés de personnes qui comprennent ce que vous vivez et des professionnels qui peuvent vous aider à naviguer ces relations difficiles. Avez-vous vécu du favoritisme dans votre famille? Avez-vous eu des difficultés avec des parents qui semblaient investir plus dans le bonheur d'un enfant que dans celui d'un autre? Avez-vous appris à établir des limites avec des membres de la famille qui vous ont constamment traité comme moins importants que vos frères et sœurs? J'aimerais entendre votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si cette vidéo vous a aidé à vous sentir moins seul dans votre expérience, si elle vous a donné la permission d'attendre un meilleur traitement de votre famille, ou si elle vous a inspiré à créer des limites plus saines dans vos propres relations, pensez à liker et vous abonner. Votre soutien m'aide à créer plus de contenu pour les personnes qui ont besoin d'entendre ces messages, et cela aide à construire une communauté de personnes qui comprennent les défis des relations familiales difficiles. Rappelez-vous, vous méritez un amour qui ne vient pas avec des conditions, un soutien qui ne vous oblige pas à être reconnaissant pour moins que ce que vous méritez, et des relations qui honorent votre valeur. Vous méritez d'être célébré, pas seulement toléré. Vous méritez d'être une priorité, pas une pensée après coup. Et vous méritez de créer des limites qui protègent votre bien-être et honorent votre valeur. Merci de nous avoir regardés, et rappelez-vous, votre valeur n'est pas négociable, et votre bonheur compte autant que celui de n'importe qui d'autre.